mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de Goma. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous revenons sur ces sujets d'actualité. Vous l'avez déjà peut-être appris par rapport à la reprise des combats qui sont signalés depuis tôt le matin de ce lundi 28 mars entre les forces armées de la RDC, donc les FRDC, les rebelles du M23 sur les collines de Tchanzu, Runyoni, respectivement, voilà, à plus ou moins 10 et 15 km de Bunagana. Nous sommes bien sûr à la frontière entre l'Ouganda et les territoires de Rutshuru situés dans le nord qui vont donc en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons M. Placide Zilamba. C'est un cadre de la société civile et l'un des personnes qui suivent en tout cas de près cette situation qui se passe dans les territoires de Rutshuru. Mais avant cela, nous vous signalons que le chef d'état-major général de la République démocratique du Congo, donc le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Célestin Mbala, séjourné au nord Kivu. Il est arrivé hier dimanche 27 mars à Goma. Il a été accueilli au pied d'avion par plusieurs officiers généraux de l'armée, notamment les gouverneurs du Nord Kivu, le général Constant Ndima. Au pied d'avion, il a été accueilli par, en tout cas, ces hauts gradés de l'armée congolaise. Pour avant cela, je vais vous proposer un reportage qui a été réalisé par nos confrères de la cellule de communication qui résume l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces honneurs militaires, c'est pour annoncer que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé, est arrivé à Goma ce 27 mars 2022. Cette haute autorité des armées congolaises vient de Bunia, en province de l'Ituri, où il a séjourné depuis le 23 mars de cette même année, dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'état des sièges, avant de se rendre pour un bref séjour en ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Pendant son séjour à Goma, le général Célestin Mbala Moussensé poursuivra l'évaluation des opérations militaires au Nord Kivu qu'il a commencé avant son voyage pour Bunia, en Ituri. À l'aéroport international de Goma, accompagné du commandant de la 3e zone de défense, il a été accueilli par le comité restreint de sécurité du Nord Kivu. Peu avant son arrivée à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, est arrivé à bord de son hélicoptère VIP lui doté par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, en provenance de Beni, après un séjour de travail. Il faut noter la présence à l'aéroport international de Goma du vice-gouverneur du Nord Kivu, du commandant de la 34e région militaire, celui du 33e groupement naval, le commandant des forces aériennes, mais aussi d'autres autorités civiles et militaires, sans oublier le service non apparent. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un reportage de Marie-Noël Kabouyaya et M. Bienfait Mouini, nos deux confrères de la cellule de communication qui ont couvert et qui ont eu bien sûr l'accès de découvrir l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Nous vous signalons que ces affrontements se passent pendant que le numéro 1 des FRDC séjourne dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Alors, je l'ai annoncé, les affrontements ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Et pour en parler, nous recevons Zilamba. Monsieur Zilamba, lui qui est un cadre de la société civile, c'est quelqu'un qui suit en tout cas de près la situation, ce qui se passe depuis ce matin dans les Rutshuru. Monsieur Zilamba, nous vous proposons de suivre cette interview exclusive que nous avons eue avec lui ici à Goma.
qui se passe. Qu'est-ce que l'opinion, qu'est-ce que la population congolaise doit retenir par rapport à cette nouvelle incursion voilà, des rebelles M23 dans les Rutshuru? En attendant la version officielle des autorités congolaises, mais nous avons été alertés à partir de 3 heures du matin qu'il y avait des attaques au niveau de Runyoni et de Tchanzu. Des attaques qui seraient menées par les présumés combattants du M23 contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et que aux premières heures du matin, on a constaté que ces miliciens, ces assaillants, venaient de récupérer ces deux entités-là, Tchanzu et Runyoni. Et que donc, tout en attendant toujours la version officielle de nos autorités congolaises, c'est une question encore qui vient replonger la population dans les mois. Parce que la population savait que cette question était en train d'être réglée définitivement, d'autant plus qu'il y a des réunions, même régionales, qui ont été organisées entre nos chefs d'État pour pouvoir tabler sur la question de l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Et d'ailleurs, l'insécurité dans la région des Grands Lacs dispose d'un acte international qui avait été signé, qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba. Et que donc, si cette situation a ressurgi, c'est que il n'y a pas eu encore respect des accords signés dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon certaines sources locales, on nous parle déjà d'un déplacement massif de la population vers les pays voisins. Je cite l'Ouganda. Vous avez cette information? Effectivement, tout à l'heure, nous venons de recevoir une dépêche venant de l'entité, de la société civile du coin, qui nous alerte sur le déplacement de la population, craignant pour la sécurité, parce qu'on serait en train d'apercevoir les miliciens ou les combattants, les présumés combattants du M23 sur des collines surplombant des entités de Djomba Centre et Bunagana. Donc, c'est pourquoi la population prend l'initiative de se déplacer. Bon, c'est tout à fait normal. Quand il s'agit d'une vie qu'on doit protéger, je pense que c'est une initiative normale pour les gens à faire. Parce que cette population est déjà habituée à ce genre d'exercice depuis des années. Vous savez qu'en 2007 encore, il y avait toujours résistance de l'insécurité dans cette zone. Encore en 2012, encore cette même situation a ressurgi, toujours dans la zone. Donc la population s'est déjà habituée et connaît déjà prendre toutes les dispositions pour se protéger contre les menaces ou les dangers imminents. Donc c'est pourquoi la population se déplace. Et nous pensons que cela devait interpeller les autorités étatiques et surtout tous les commandants des forces armées qui sont dans notre zone. Vous savez que nous sommes sous état de siège et nous pensons que cette situation ne pourrait plus encore inquiéter la paisible population. Malheureusement, elle ressurgit toujours. Nous pensons qu'il y aura des dispositions urgentes qui seront prises pour mettre hors d'état de nuire cette menace qui vient encore exacerber la souffrance que traverse la population dans la zone de Rutshuru. Il y a 3 jours que l'armée congolaise a annoncé avoir, en tout cas, s'il faut dire, bombardé toutes les grandes positions des M23. Aujourd'hui, par surprise, nous apprenons bien sûr qu'il y a eu encore ces M23 qui viennent d'attaquer. Qu'est-ce qui explique cette contradiction? Parce qu'il y a les gouvernements qui annoncent avoir en tout cas mis fait à ces rebelles, et du coup ces mêmes rebelles aujourd'hui se réveillent pour attaquer des zones congolaises, notamment dans les Rutshuru. Il faut dire que le temps entre la communication des FARDC et les attaques qu'il y a eu cette nuit à Tchanzu et Runyoni montre que même si les FARDC ont pilonné le quartier général, le prétendu quartier général de M23, nous pensons que les combattants du M23 ont eu le temps de se réorganiser et vouloir mener une contre-offensive. Et que donc ça se fait toujours dans des réactions pendant la guerre. Mais à notre niveau, c'est dire, si l'armée avait déjà
pilonner le quartier général de M23, pourquoi l'armée aurait-elle laissé encore ces zones entre les mains de ces mêmes rebelles? C'est ça le plus grand questionnement. Et que donc parfois, ça nous donne des doutes de croire à l'information que l'armée nous produit. Et que donc à notre niveau, nous ne pouvons plus rester sur des polémiques, mais c'est d'encourager l'armée à faire rapidement pour récupérer toutes ces positions que ces rebelles viennent de conquérir, afin de garantir la paix et la quiétude à cette population agricultrice qui se prépare d'ailleurs à la récolte et maintenant voilà perturbée par des conflits armés ou des guerres qui ne se terminent jamais. Donc il faut une solution urgente, foudroyante et rapide dans la zone pour se rassurer que l'M23 a été mis hors d'état de nuire et qu'il n'existe plus sur le sol congolais. Alors, M. Zélan, permettez-moi que je revienne sur cette question parce que bon nombre de Congolais confondent, ont vraiment une confusion autour de M23. Voilà. Selon vous, parce que vous êtes dans la société civile, en tout cas, vous suivez de près, même de loin, ce qui se passe dans la province. Qui sont les M23 réellement et concrètement? Parce qu'à un certain moment, on a vu ce groupe armé qui a été frappé, je me rappelle en 2012, par l'armée congolaise. Aujourd'hui, les mêmes groupes se réorganisent presque chaque jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les M23? Donc, il faut dire que les M23, au début, a été constitué par les militaires qui avaient été intégrés au sein des FARDC à partir des rébellions. Les militaires congolais? Les militaires soi-disant congolais. Qui ne sont pas congolais. Qui ont été intégrés vaille que vaille au sein des FARDC au nom de vouloir rechercher la paix même au prix de ce qu'on ne peut pas donner. Et ces gens-là, après avoir été intégrés au sein des FARDC, ils avaient toujours des agendas. Ils ont reçu l'argent des FARDC, tennis et munitions des FARDC. Ils se sont encore recroquevillés dans la brousse. Vous voyez que ça pose un sérieux problème. C'est comme ça que ça a commencé. Mais nous sommes en train de nous poser aussi la même question. Est-ce que ces gens-là ne vieillissent pas? Ils ne sont pas blessés, ils ne meurent pas pour que chaque jour ils reprennent les atrocités? Donc à notre niveau, c'est se dire non. En tout cas, il doit y avoir encore une nouvelle donne qui se fait porter encore ce nom-là et qui pourra même nous créer encore d'autres surprises désagréables, surtout en matière de sécurité, ici en province Nord Kivu. C'est pourquoi nous disons que les FARDC devaient avoir encore une nouvelle analyse des contextes avant de se lancer dans des opérations de grande envergure. Parce que chaque jour, on nous dit les militaires sont là, ils sont en train de se battre, mais la situation ne change pas. On participe toujours à des scénarios qui ont toujours existé. Et je vous dis, même en 2007, même en 2012, c'est comme ça que ça avait commencé. Oh, nous avons gagné, oh, nous les avons chassés, ils sortent. Mais ils sont parvenus même à entrer dans la ville de Goma. Donc, pour nous, c'est dire qu'il y a une nouvelle donne. Il y a moyen de réactiver urgemment les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour nous rassurer que les États voisins ne sont pas en train de porter secours à ces nouvelles initiatives criminelles. De 2012 jusqu'en 2022, vous le dites également, ces gens ne vieillissent pas, ces gens ne meurent pas. Mais qui ravitaille ces gens-là, M. Zélamba? On comprend très bien qu'ils pouvaient être ravitaillés par les frontières de notre pays avec nos voisins. Là, vous voulez parler quel voisin? Il y a des voisins qui les ont accueillis. Les uns du M23 sont en Ouganda et les autres sont au Rwanda. Donc les deux voisins sont connus. Vous parlez du Rwanda? Oui, du Rwanda et de l'Ouganda. Parce qu'ils étaient dans les deux États. Qui seraient en train de soutenir donc... Parce que l'accord cadre d'Addis Abeba stipule qu'un État ne pourrait pas soutenir une rébellion qui peut déstabiliser la sécurité dans un autre. Mais ces gens-là font des va-et-vient dans ces États-là. Ils étaient bien identifiés dans ces États-là. Comment ils reviennent? C'est qu'on les a laissés faire, on les a laissés partir. Et que donc nous ne pouvons pas nous faire de l'hypocrisie pour dire que non, les États voisins font avec nous un franc jeu. Donc il faut se dire non. Est-ce que ces rebelles M23, ils sont congolais? Bon, on doute en tout cas qu'il y aurait des Congolais. Parce qu'un citoyen qui aime son pays, avec des programmes qu'il y a, on voit d'autres combattants des groupes armés se démobiliser. Mais pourquoi ces gens-là restent? En tout cas, on doute qu'ils soient congolais, mais il doit y avoir parmi eux, en tout cas, des gens qui ne sont pas congolais, mais qui ont des choses qu'ils recherchent au Congo.
Et s'ils ne sont pas congolais, ils sont par exemple de quelle nationalité? Bon, une rébellion peut recruter partout. Hein. Vous pouvez y trouver même des Somaliens, des Érythréens, ils peuvent y être, même des Ougandais, des Rwandais, des Burundais. On est en train de les retrouver au sein des ADF. Mais Zilamba, on a vu certaines organisations internationales qui ont pointé du doigt, surtout les Rwandais et l'Ouganda, d'être derrière cette rébellion. Il y a Kigali et Kampala qui ont toujours démenti, toujours réfuté de ces accusations. Est-ce que pensez-vous qu'il n'y aurait pas l'implication ou bien le soutien de Kigali dans tout ce qui se passe ici? Je dois vous dire que l'accord cadre d'Addis Abeba a directement pointé les États qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont été pointés du doigt. Et que donc il n'y a plus rien à se voiler la face. Et que donc si la RDC pouvait identifier des mécanismes de résolution de cette crise, il devait savoir qu'il faut face à la complicité des États voisins. Et que donc ça, on ne peut pas encore se voiler la face, faire de l'hypocrisie, commencer à rechercher des boucs émissaires ailleurs. Donc ils sont là à la frontière. Avez-vous déjà entendu le Rwanda publier un communiqué pour dire nous avertissons à la RDC qu'il y a des bandits qui sont à sa frontière entre nous et la RDC? Non. Ça dit quoi? Ce silence-là démontre une culpabilité tacite qu'on ne veut pas révéler. Et que donc nous devons avoir infringé, parce que nous, quand il s'agit d'une attaque des FDLR qui tente d'attaquer le Rwanda, c'est le Rwanda qui produit un communiqué pour dire qu'ils sont venus même de la RDC. Donc, mais nous n'avons jamais produit même un communiqué pour dire que ces gens-là viennent du Rwanda. On ne sait pas, on a quelle relation, ou bien c'est un mariage pour les meilleurs et pour les pires avec nos gouvernants. On ne sait pas ce qu'ils cachent, mais nous sommes en train d'appeler les décideurs, les gouvernants au niveau de la RDC, à faire d'urgence pour mater cette rébellion et l'étouffer d'Aleph avant qu'il ne soit trop tard. Revenons sur ces mariages que nous constatons aujourd'hui, en tout cas un parfait mariage entre Kigali et Kinshasa. On voit d'ailleurs le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui arrive mais appeler Kagame, le président rwandais, son frère. D'ailleurs, un mot qui souvent suscite une polémique sur les réseaux sociaux dans les pays. Est-ce que pensez-vous que vraiment le président Tshisekedi, le président congolais, devrait encore multiplier sa coopération ou bien sa relation avec le président Kagame, vu ce que nous sommes en train de traverser dans l'est du pays, dont, entendez-vous que la société civile, d'autres organisations internationales pointent Kagame d'être derrière toutes ces rébellions, certaines rébellions dans l'est du pays? Bon, si lui peut le faire, il continue avec son frère, qu'il appelle son frère. Bon, c'est dans leurs relations, ils savent d'où ils sont venus, d'où ils se sont connus. Mais nous, les deux peuples, nous ne sommes pas dans leur guerre. Vous comprenez? Bon. Mais qui sont les victimes directes? Effectivement, nous, deux peuples, nous sommes des victimes directes. Vous comprenez? Et que donc, à notre niveau, c'est dire comment on identifie des mécanismes de coopération entre nous, les peuples, et on laisse les politiciens dans leur magouille de nous faire la guerre tout en se faisant semblant d'être amis. C'est ce qu'il faut pouvoir étudier. Donc, nous, on ne va pas trouver une autre alternative. Nous sommes voisins, nous devons coopérer. Mais il faut voir le niveau de la coopération où il faut le placer. Parce que moi, en tant que Placide, citoyen congolais, je n'ai pas de conflit avec un citoyen rwandais. Vous comprenez? Mais ce sont ces politiciens de la région et nos gouvernants qui font une politique qui ne nous avantage pas à vivre ensemble. Et que donc, le problème se trouve au niveau des chefs d'État. Et que donc, si au niveau des chefs d'État, ils s'appellent frères, alors qu'ils savent très bien que ils sont en train de jouer des jeux de cache-cache pour nous imposer une souffrance, d'ailleurs injuste et injustifiée. Nous pensons qu'il faut refaire les choses. Revenons sur les conséquences de ces affrontements. On signale qu'il y a eu, par exemple aujourd'hui lundi, il n'y a pas eu école, donc les élèves ne sont pas partis à l'école suite à ces affrontements. Est-ce qu'on peut également, au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que ces affrontements pourraient avoir, par exemple, un impact négatif sur les trafics? Vous savez que Rutshuru et Goma, donc au moins Goma dépend de Rutshuru. Et qu'est-ce qu'on peut craindre dans les jours à venir sur le plan économique? Oui, il y a crainte sur le plan économique, c'est que Rutshuru, c'est un territoire à vocation agro-pastorale.
Donc ce sont les agriculteurs, et c'est ces agriculteurs en produisant qui ravitaillent Goma en produits de première nécessité ou de produits alimentaires. Donc à notre niveau, c'est dire que Goma pourrait subir une pénurie en produits alimentaires et qui engendrerait la conséquence de la hausse des prix des biens, des alimentaires. Donc c'est déjà un problème. Mais aussi, quand cette population se déplace, c'est toutes les activités même qui s'arrêtent et que donc les enfants ne vont pas étudier et on risque d'assister à une année passée dans la vie d'escapade alors que les enfants devaient être à l'école et que donc ces enfants vont rater l'année. Les retards dans la scolarisation pourraient se reproduire. Donc à notre niveau, c'est dire cette question doit intéresser en tout cas au plus haut point nos décideurs pour qu'on se rassure qu'ils nous rassurent la paix et la sécurité. Sur le plan environnemental, cette guerre est en train de se passer dans des zones où il y a un parc national. Et que donc c'est proche d'un parc national et qui peut avoir des impacts sur les écosystèmes du parc national de Virunga. Et que donc ça c'est une grande zone touristique des gorilles. Alors, s'ils vont mener leur guerre là-bas, c'est dire on veut aussi frapper la RDC de ne pas avoir encore la dividende sur le tourisme. Et tout ça, ce sont des conséquences qui peuvent surgir. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le président de la République à ne pas seulement aller au stade pour suivre les matchs au Maroc, mais voir combien de milliers de populations sont affectées maintenant là par cette guerre inutile et injustifiée. D'accord, nous tendons vers la fin de cet entretien. D'ailleurs, il faut souligner, à l'heure où nous réalisons cette interview, on nous signale qu'il y a en tout cas plusieurs blessés dans les côté FARDC, donc il y a des militaires FARDC qui sont touchés, même si c'est une information jusque-là non confirmée par l'armée congolaise. Mais pour finir, M. Nzilamba, nous l'avons même appris, il y a eu les chefs d'état-major général, les chefs d'état-major général, voilà, des FARDC, le général Célestin, qui est arrivé hier dimanche à Goma. Et aujourd'hui, nous apprenons ces affrontements avec les FARDC dans une province encore sous l'état de siège. Qu'est-ce qui explique de voir que les groupes armés, y compris bien sûr cette rébellion de M23, continuent à saboter l'état de siège malgré les efforts déployés par les chefs de l'État pour tenter de ramener la paix et la sécurité dans cette partie est du pays? Donc, ce qu'il faut reconnaître que l'état de siège a été instauré, mais sans provision. Et ça, il faut le dire vrai. Et aussi, l'état de siège a été instauré à la hâte, sans prendre toutes les précautions nécessaires pour sa réussite. Parce qu'il y a des préalables pour que l'état de siège réussisse. Et que donc, si ces préalables ne sont pas encore réunis, c'est d'abord en termes d'effectifs militaires, c'est en termes de logistique militaire, c'est en termes de plusieurs paramètres, de mobilisation communautaire, la préparation de la population. Et tout ça, ce qui n'a pas été fait, et que donc l'état de siège pourrait toujours ressembler à d'autres opérations qui ont été lancées, relancées, trilancées, quadrilancées, sans aboutir à des résultats escomptés. D'accord. Alors, un mot au-delà de tout ce qui s'est dit, je sais que vous êtes de la société civile, avez-vous un message, par exemple, d'encouragement à nos vaillants militaires FARDC qui se battent jour et nuit, en fait de défendre bien sûr notre pays, un message à nos militaires congolais? Le premier message, c'est à la population congolaise qui vit dans cette partie de la République qui est sous menace maintenant là. C'est dire à la population d'être sereine, de ne pas beaucoup paniquer. Et nous pensons que les autorités ont entendu notre voix et sont en train de se réorganiser pour faire face à cette menace du M23. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, il y aura des résultats satisfaisants pour que chacun regagne son village. Mais cela aussi est dépendant de notre comportement, nous, population, vis-à-vis de l'armée. C'est appeler cette population à soutenir l'armée, c'est-à-dire de donner les informations fiables à l'armée pour la permettre d'opérer facilement et de restaurer la paix et la sécurité. Ici, c'est appelé aussi la MONUSCO, qui est notre partenaire et qui dit qu'il est avec nous dans tout, de bien vouloir se déployer aussi sur le terrain avec ses casques bleus aux côtés des FARDC pour faire face à cette menace, afin qu'on se rassure qu'ils sont en train de travailler pour la protection des civils réellement. 3, c'est de dire aux FARDC de prendre le courage et de se mobiliser encore, de se réorganiser rapidement
pour nous faire encore la fierté qu'elles nous ont toujours faite et que nous pensons qu'ils vont encore reprendre le dessus sur l'ennemi et nous redonner encore la paix et la quiétude dans les zones de Tchanzu, de Bunagana, Tchenguerero et même dans les Runyoni. Merci Nzilamba, mais dans moins d'1 minute, malgré cette situation sécuritaire et politique au pays, nous Congolais ne pouvons pas oublier qu'on a un grand événement sportif qui nous attend demain mardi. Et moi pour nos léopards. Donc, ce sont nos encouragements toujours à nos léopards et dire que en se renforçant ou en fournissant les meilleurs d'eux-mêmes, ils pourront encore réécrire l'histoire du football congolais comme c'était dans les époques les plus florissantes de l'histoire du football congolais. Et que donc ils peuvent encore rééditer l'exploit avec cette opportunité qui leur est offerte. Et nous pensons que jouer à l'extérieur ne va rien bouger sur leur morale. Ils doivent comprendre que nous sommes derrière eux et nous pensons que nous allons l'emporter. C'est quoi votre pronostic? Nous gagnons déjà le Maroc 2-1 chez eux. Merci beaucoup, M. Nzilamba, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons en tout cas à la fin de cet entretien que nous avons eu avec M. Nzilamba. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais je vous rappelle également que les détonations d'armes lourdes se font toujours attendre dans les Rutshuru. Il y a les affrontements qui se poursuivent entre les M23 et les FARDC. On signale des blessés côté armée congolaise, mais il y a également, on nous signale qu'il y a certains habitants qui ont réussi à traverser la frontière ougandaise et donc qui sont actuellement sur les sols ougandais. Mais jusque-là, il n'y a en tout cas aucune source officielle, il n'y a aucune communication côté armée congolaise qui essaie un peu d'apporter des éclaircissements par rapport à tout ce qui se passe dans les Rutshuru. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à partager l'interview, liker, commenter. Merci mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro et pour un nouveau invité. Nous vous disons bye bye.